Rebonjour. Ben voilà, en fait, je vais vraiment essayer d'être à la hauteur de tout le contenu pertinent qui s'est dit depuis ce matin. Et c'est très intéressant parce que c'est vraiment des notions qui se retrouvent, entre autres, dans le dernier essai que j'ai écrit qui s'appelle « Services essentiels » et que j'ai dédié à tous les travailleurs du milieu culturel qui ont douté de la valeur de leur rôle dans la société. Vous êtes essentiels. Alors, je trouvais ça important de vous le dire parce que c'est entre autres à vous que je pensais quand j'ai fait cette dédicace. Donc, avant que je vous parle donc autant des projets Faire œuvre utile et Services essentiels, j'avais envie de vous lire une... Ah, merci! Wow! Je n'avais pas vu que j'avais mon... je voulais vous lire une citation, en fait, de Marc Séguin qui m'a dit « J'aimerais ça que l'art devienne un objet quotidien. J'aimerais ça que ce soit quelque chose qu'on réussisse à banaliser. » Qu'on se dise « Hey, ça m'aide pour vrai. » Pas qu'on le sacralise, puis pas qu'on dise qu'on en a juste besoin dans les gros creux de vague ou dans les grands malheurs. Que ça reste juste là, comme le réflexe d'ouvrir le robinet pour avoir un verre d'eau. Et j'adhère, je vous dirais, à cette vision. Donc, avant de vous parler de services essentiels, je veux juste... faire un petit retour dans le temps. Donc, moi, à la base, je suis une journaliste culturelle. J'ai travaillé, entre autres, à TQS avec Jean-Luc Mongrain. J'ai travaillé avec Benoît Dutrisac, où j'allais m'obstiner avec lui un peu à toutes les semaines. Par la suite, j'ai travaillé avec Paul Arcan au 98.5 et maintenant, je travaille avec Marc Labrèche. Alors, j'aime dire que j'ai gagné mon ciel. Et donc, c'est vraiment pendant mes années de chroniqueuse culturelle avec Paul Arcan que l'idée de Faire œuvre utile a germé. Ça part de deux constats. D'abord, comme chroniqueuse, l'affaire qui me faisait le plus plaisir, c'est quand je recevais un courriel d'un auditeur qui me disait « Merci, grâce à toi, j'ai découvert cet artiste-là. » Et ça me faisait tellement plaisir et je me disais « Mais mon Dieu, moi, j'ai juste fait une passe à palette. C'est pas moi qui l'ai écrit la chanson, c'est pas moi qui ai écrit la pièce de théâtre. » Donc, je me disais « Qu'est-ce que ça fait à l'artiste quand lui, il reçoit ce genre de témoignage-là? » Et l'autre constat, c'est que lorsque je vais dans une salle de spectacle, je suis toujours curieuse de voir les gens dans la salle. Je me dis, mais qui sont ces gens un mardi soir qui prennent une gardienne, qui payent un stationnement puis qui viennent s'asseoir pour se faire raconter une histoire? Ça me fascine, puis on ne parle jamais de ces gens-là. On ne parle jamais des gens dans la salle. Donc, c'est ces deux idées-là qui me trottaient et un jour, c'est devenu clair. Je me suis dit, il faut que j'aille à la rencontre de spectateurs, il faut que je demande aux gens quelles sont les œuvres qui ont changé leur vie et c'est devenu donc le projet Faire œuvre utile. Et donc, dans Faire œuvre utile, j'ai rencontré des gens, j'en ai fait un livre, c'est devenu ensuite une série documentaire. Et il y avait quand même beaucoup la notion de synchronicité, c'est-à-dire qu'une œuvre utile, souvent, ça nous tombe dessus au bon endroit, au bon moment. On ne peut pas se promener dans la rue en la cherchant, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais je me disais quand même, c'est intéressant de dire, est-ce que, plutôt que ça nous arrive par hasard, est-ce qu'il n'y aurait pas une façon de provoquer le destin? Comme je vous dis, c'est pas de se promener dans la rue en criant « je cherche une œuvre utile », mais de se dire, est-ce qu'on peut reconnaître qu'on en a vraiment besoin? Pour citer mon ami Pierre-Yves McSween. Et c'est comme ça que l'idée de service essentiel, comment prendre soin de sa santé culturelle, est née. Donc, dans une discussion avec mon éditeur, on se disait, il faudrait faire un guide alimentaire canadien. C'est quoi les doses de culture qu'on devrait consommer à tous les jours? Donc ça, à la base, c'est un peu la blague. Quand vient le temps de le mettre en dose, c'est un peu plus difficile, mais à partir de là, je me suis dit, OK, bien, il faut qu'on parle de santé culturelle. Puis l'expression que j'ai envie de démocratiser, ce sont les saines habitudes de vie culturelle. Donc, souvent, notre rapport à la culture, c'en est une de divertissement, de loisirs. Et on va dire, bien, à la fin de la semaine, s'il me reste un petit peu de temps, j'irai au cinéma. Ou à la fin de la semaine, si j'ai du temps, je pourrais faire ça, mais c'est pas prioritaire. Et moi, au contraire, ce que j'ai envie de dire aux gens, c'est comme pour le sport. Les gens le mettent à leur agenda. On prend un rendez-vous pour aller, par exemple, au gym. Bien, je pense que c'est la même chose qu'on peut faire avec la culture. Donc, plutôt que de dire à la fin de la semaine, s'il me reste du temps, c'est de le planifier à tous les jours, puis de prendre des moments pour se rendre compte à quel point cette culture-là nous fait du bien, à quel point c'est essentiel. Et donc, dans l'essai, j'ai voulu sortir la culture du ministère de la Culture. Donc, il y a vraiment beaucoup de données scientifiques. Le monde de la santé, ça fait des années qu'ils travaillent sur ce dossier-là. À l'Organisation mondiale de la santé, il y a eu une méta-étude avec
3000 recherches qui ont été publiées qui démontrent les bienfaits de la culture sur la santé physique, la santé mentale. Donc, je parle de ça. Pour faire un lien avec les économistes de ce matin, il y a un chapitre sur l'économie qui s'appelle « Et si on voyait l'art comme un investissement plutôt qu'une dépense? » Alors, je pense que les économistes sont d'accord avec moi. Il y a une question d'éducation également. Je pose la question « Et si l'art donnait un sens aux apprentissages? » Et ça, on le sent de plus en plus. Il y a des professeurs qui l'utilisent. Il est question également de politique. Donc, je pense que la définition de santé culturelle, mon souhait, c'est que ce soit une expression qui soit de plus en plus utilisée. Et je vous propose la définition, moi, que je trouve la plus intéressante. C'est une psychanalyste française qui s'appelle Sophie Marinopoulos. Et elle dit: « La santé culturelle ouvre sur la connaissance de soi et la reconnaissance des autres. Elle permet à chaque sujet de construire son identité, de partager avec d'autres que soi. La santé culturelle est porteuse d'apaisement personnel et de pacification sociale. » Et moi, cette dernière phrase-là, l'apaisement personnel et la pacification sociale, c'est exactement, je crois, le rôle que la culture joue dans notre vie. Alors, je vous invite à utiliser les expressions saines habitudes de vie culturelle et à parler de santé culturelle autour de vous, parce que je pense que le but, c'est aussi ça, c'est de normaliser la culture, comme on disait, ce milieu-là, puis de se rendre compte, comme le disait Marc Séguin, qu'on en a besoin, comme l'eau qui sort du robinet. Et ce matin, quand j'écoutais les discussions, puis les sujets qui reviennent, la question de la précarité, il y a un témoignage que j'ai reçu dans le cadre de Faire œuvre utile qui me semblait pertinent de vous partager. Donc, comme je vous disais, Faire œuvre utile, à la base, a été un livre. Ensuite, c'est devenu une série documentaire. Il y a 3 saisons qui sont disponibles sur tout.tv. Et il y a une rencontre qui a eu lieu entre Émile Proulx-Cloutier et Jean-Marie. Jean-Marie est un préposé aux bénéficiaires, qui est un homme complètement dévoué, qui adore ses bénéficiaires, qui ne comptait pas ses heures et qui en prenait beaucoup, beaucoup, beaucoup sur ses épaules. Et tellement qu'il s'est rendu à un épuisement professionnel, mais avant d'accepter qu'il était rendu là et de s'en rendre compte, ça a pris une chanson d'Émile Proulx-Cloutier qui s'appelle « Mon dos ». Et quand il a écouté cette chanson-là, c'est comme si tout à coup, c'est devenu clair, tout ce qui était raconté dans la chanson d'Émile Proulx-Cloutier, qui parle plutôt d'un travailleur d'usine qui décide de quitter parce qu'il dit « Mon dos vaut plus cher que ton usine ». Jean-Marie s'est reconnu et le lendemain, il est allé voir son médecin et il a eu un arrêt de travail. Puis pour lui, il dit que c'est vraiment le fait d'écouter cette chanson-là qui a été le déclencheur. Et aujourd'hui, heureusement, il est encore préposé aux bénéficiaires, mais il a appris à choisir son milieu de travail et à s'assurer que ses limites soient respectées. Et donc, à la fin de l'épisode, il y a une rencontre entre Émile Proulx-Cloutier et Jean-Marie. Et j'avais envie donc de vous partager ce petit moment de réflexion. Donc, le voici. Elle m'avait frappé de même. C'est plus ça, la voix. Hein? Tu parlais voix, vocation, vox. OK, c'est je savais pas ça. Est-ce qu'on peut faire un épuisement par passion? Puis je pose la question autant à l'artiste qu'au préposé aux bénéficiaires. Je te laisse répondre. Moi, j'ai ma réponse. Je pense qu'on a la même réponse, mais vas-y. Ben moi, je dirais, pour ma part, je dirais que oui, parce qu'on finit par s'oublier. On se laisse gouverner par notre passion plutôt que de savoir y mettre un frein. Puis, avoir une passion, c'est pas mauvais en soi, c'est juste quand ça devient pas équilibré dans d'autres sphères de la vie, de ma vie. Il y a toute une économie qui repose là-dessus, qui est à côté sur un pilier invisible qui, ah oui, eux autres, c'est la vocation, ils aiment ça, eux autres. Ils sont dans... C'est leur trip. Puis, on peut en mettre du poids sur cette colonne-là au nom de... Oui, mais c'est leur vocation. Ouais. Puis, mais ça, c'est pas un chiffre. Ça ne chiffre pas, ça, cette affaire-là. Non. On ne peut pas les payer des millions non plus. Hein? On n'a pas des fonds publics. On peut pas... Hein? Fait qu'il y a toujours une bonne excuse pour s'en remettre à la vocation. Puis moi, dans notre métier, nous, souvent, on va parler de passion. Parce que là, c'est plus t'es chanceux. Toi, tu oui, fais ta passion. Tu fais ce que tout le monde va être chanteur. chanteur, chanteuse. Tout le monde va être sur l'écran. Hey, ça va. Fait que c'est comme si là... Puis on se le rappelle à nous-mêmes. Il ne faut pas que je me plaigne, je suis chanceux. Pas tout le monde qui a accès à cette tribune-là. Et c'est un privilège.
dans mon cas, je sais pas si je peux dire, hey, t'es privilégié d'être préposé aux bénéficiaires. C'est pas grand monde va dire ça. Je veux dire, moi, je dis merci de faire ça. Oui. Fait que moi, je pense que oui, tu peux avoir un épuisement par passion parce que ce qu'il y a de malsain là-dedans, c'est pas de s'y donner corps et âme, c'est de ne plus entendre ce que ton corps et ton âme te disent pendant que tu le fais, puis tu as l'impression que tu es dont un bon athlète parce que tu continues à courir même si tu as mal. Puis que tu y vois une vertu. Ça, c'est fucké. Puis c'est pas tant une affaire de salaire, là, dans ton cas. C'est pas une histoire de « j'étais tanné de pas gagner plus d'argent ». C'est ce que tu m'as raconté. C'est pas ça. C'est pour la même affaire que tu as vécu pendant ces mois-là. Je te dis « Hey, Jean-Marie, tu le fais, mais à l'heure, là, il y a 4 piastres de plus. » T'es-tu aussi malade au bout de quelques mois? Ben oui, c'est ça. Le salaire ramène pas la santé. Hein? Est-ce qu'en écoutant cette chanson-là, tu as accepté justement que tu es un humain puis que tu peux pas la faire, la job du super-héros? Oui, c'est ça. Ça m'a ramené à ma dimension humaine, avec ses limites. Puis tu sais, quand tu dis « je mets hommage à celui qui prendra ma place », oui, c'est ça. Je me dis « OK, sera-t-il meilleur que moi? Je sais pas. Tant mieux. C'est réussi, mais s'il est pire, ben tu te débrouilles avec ça. Mais c'est qui paye la note? C'est les bénéficiaires. Puis en plus, je me sentais super mal. Parce que le show que tu étais venu voir, la tour n'était pas dedans. Ouais. Puis je m'étais promis que si on se revoyait d'une façon ou d'une autre, si tu revenais voir le show, j'allais te la faire. Fait que là, je peux te le... Salut boss, merci pour les années. Comme ça, t'as choisi de tout fermer. Toi, t'haïs ça quand on t'ostine. Moi, mon dos vaut plus cher que ton usine. Toute une vie à bout de nerfs, j'en ai oublié d'aimer. Toute une vie à me taire, j'en ai oublié de rêver. Toute une vie à me dire qu'il sera toujours ben temps de vivre plus tard. Tu te situes où par rapport à cette chanson-là? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle te fait vivre? Elle ne rappelle pas nécessairement mon passé, mais elle me rappelle qu'il y a encore beaucoup de bénéficiaires qui ont un manque de services, de qualité. Je me dis que ça n'a pas raison d'être qu'il y a encore autant de soldats qui tombent au combat. Je trouve ça très courageux que tu aies pris la peine de me le dire. Moi, tous les artistes qui m'ont fait du bien comme ça, j'ai jamais eu le goût de leur dire. T'sais. Je me devais de te le dire. Je l'ai mis dans ma poche, puis les jours où je me sens inutile, je te jure que ça m'est fait une couple de fois de repenser à tout, de faire « Ah, il y a eu ça quand même. » Ouais, tantôt, possiblement plus que tu le penses. D'eau vaut plus cher que ton usine. Voilà, c'est ce que j'appelle faire œuvre utile. Merci. Je sais qu'il y a peut-être eu des larmes, mais
comme dit un chanteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Tire le Coyote, il n'y a personne qui est gêné d'être heureux, on ne devrait pas être gêné d'être triste. Alors, c'est des larmes nécessaires et tant mieux si on fait des petits backwash de temps en temps. Donc, c'est ce qu'il dit à la toute fin, Émile, tu sais, il dit ça me donne l'impression que j'ai été utile. Tu sais, moi, je pense que c'est ça qu'il faut se rappeler. Puis des fois, quand on tombe dans notre quotidien, puis j'aime ça quand il dit on oublie, on se donne corps et âme, mais on oublie notre corps et notre âme. Donc, tu sais, je me dis, des fois, c'est juste des petits rappels comme ça. Alors, si jamais vous avez douté que vous êtes essentiel, je le rappelle, vous l'êtes.